petit, plein d'appétit, un grand tas avec le I qui traverse, a traversé Paris sans souper. Et un auteur facétieux de la fin du XVIe siècle, dont j'aurai quelques mots à vous, le continue, mais la décence m'empêche de continuer. Même si dans la suite des rébus, il y en a un ou deux qui sont un petit peu osés, mais ça fait partie également du genre. Pour les gens qui aiment la musique et qui aiment chanter, ce que je ne fais pas ici, vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, ce chant préféré des cireurs, Do, Mi, Si, La, Sol, Fa, Si, La, Si, Ré. Et ça se chante naturellement. Ce sont des notes. Les rébus, les petits rébus, et je m'arrêterai bientôt parce que sinon vous penseriez que je retombe en enfance, les petits rébus, je les appellerai plus tard des rébus parce qu'ils sont des juxtapositions de fragments, des séquences, il suffit d'ajouter les lettres, et je veux quand même, car le français avec ses lettres et la prononciation de ces lettres est très fertile en rébus. Il y en a un que j'ai découvert, que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Hélène. Hélène a été au pays, L-I-A vécu, L-I-A-N-E, L-I-A été aimé, L-I-E décédé. Voilà un rébus littéral, un rébus de lettres, assez facile, un rébus pour les enfants, et que j'appellerai donc un rébus analytique, juxtaposition de ces lettres. Disons tout de suite que ces rébus, j'ai écrit un chapitre sur l'étymologie, où sont les différentes hypothèses, je n'y reviendrai pas, si on a le temps, on en parlera, mais le rébus, disons tout de suite, c'est un pictogramme que les Allemands appellent un Bildschrift, c'est-à-dire une écriture en image. Un pictogramme, j'insiste sur ce mot. C'est-à-dire, et c'est l'un des éléments de ma thèse, c'est que le rébus, ou les rébus, et surtout quand on a affaire à un recueil qui a une certaine cohérence qui n'est pas évidente, mais que mon ami Célard et moi, nous avons découvert avec les manuscrits dont je parlerai, ces rébus sont des images, mais toute image qui remplace des mots n'est pas forcément un rébus. Une distinction que je fais tout de suite, c'est celle entre pictogramme et idéogramme. Il y a des idéogrammes qui sont des pictogrammes, et tous les pictogrammes ne sont pas des idéogrammes. Je m'explique. Un rébus qui fait une liaison entre un petit dessin auquel correspond un mot ou un nom quand on a identifié le dessin. Et surtout un phonème, une syllabe ou deux syllabes ou un fragment de mot. C'est essentiellement, comme nous l'avons écrit en sous-titre, des images qui parlent. Mais qui parlent comment? Qui parlent en une langue. Il est évident qu'un rébus en français ne pourra pas être un rébus en anglais ou en allemand. Quand on est astucieux, et l'auteur ou les auteurs de ces manuscrits l'étaient, ce qui montre bien que pour faire des rébus, et aussi, sans nous pousser du coude, pour découvrir quand ils ne sont pas seulement, il faut une certaine culture, je dirais même une assez grande culture, pas mal d'intuition, d'imagination. Je ne parle pas des rébus très très faciles comme ceux dont j'ai parlé. L'astuce, et on en verra dans les rébus que je vous présenterai, c'est de donner deux solutions. Une solution en latin, qui était la langue des clercs, et sans doute celle que parlaient aussi les auteurs de ces rébus, ces auteurs anonymes picards, et une solution en français. Généralement, la solution en latin est très convenable, plus que convenable même. Ce sont souvent des extraits de la Bible, des extraits des psaumes. Et la solution en français l'est beaucoup moins. Elle est un peu grasse, certains diraient obscène, disons grivoise, gauloise, comme vous voudrez. Or, on en verra également deux ou trois exemples. L'idéogramme. Je pense par exemple aux hiéroglyphes égyptiens.
découvert avant Champollion, mais interprété par Champollion. Je pense aussi à la lecture chinoise. Je ne connais pas le chinois, mais chacun sait que les lettres ou les dessins, aussi bien des hiéroglyphes, correspondent. Quand il s'agit d'un oiseau, bon, bien sûr, c'est un oiseau, si c'est un faucon, c'est un faucon, mais ça correspond surtout à une idée, et à une idée qui n'a pas un support linguistique déterminé. Autrement dit, quand au XVIe siècle, on a découvert les hiéroglyphica d'un certain Orapollon, personnage mythique auquel certains croyaient, et qu'on a traduit en latin le texte, les hiéroglyphica d'un certain Italien Valeriano, eh bien, on s'est rendu compte que quand on représente la Lune, quand on représente le Soleil, ça ne se traduit pas par Lune ou par Soleil ou par Luna et Sol, en latin, je ne sais pas comment le dire l'Égyptien, mais ça représente l'idée d'infini, l'idée d'éternité. Quand on représente tel animal, si on ne connaît pas la culture anthropologique et historique des Égyptiens, on ne pourra absolument rien comprendre. Si on voit un taureau dans un rébus classique, taureau, ça serait taureau, ça serait taureau. Mais là, il s'agit de l'idée ou de la série de concepts, toutes les connotations qui sont alliées à ce personnage, à cet animal. Autrement dit, ces idéogrammes sont des pictogrammes dans la mesure où ce sont des dessins, des images. Et les rébus entrent dans la catégorie beaucoup plus vaste des images qui ont un sens, des images signifiantes, des images qui correspondent à un concept, à une idée. Mais le rébus, et pourquoi ne pas vous donner tout de suite la définition que je vous propose, j'espère la retrouver sans peine, parce que je crois que dans cette définition, voilà ce que j'entends par rébus. J'appelle rébus une série ordonnée d'objets figurés. J'insiste sur le mot ordonné, car comme dans l'écriture, si dans les langues indo-européennes, l'écriture se lit de gauche à droite, en arabe, en hébreu, c'est de droite à gauche. De haut en bas, dans les langues que nous connaissons pour la plupart, en chinois, en japonais, de bas en haut. Autrement dit, il y a un sens du parcours. C'est un jeu de parcours. Plus tard, je parlerai peut-être des analogies avec des jeux qui se pratiquent toujours d'ailleurs, je pense, malgré l'invasion des jouets électroniques, et qui est le jeu de loi. J'appelle rébus une série ordonnée d'objets figurés dont l'identification, problème d'identification, quand on voit un cube, bon, c'est pas difficile, mais quand on voit d'autres images comme celle que je vous présenterai, ce n'est pas aussi facile. Surtout que quand il y a une scène qui se joue, parce que tout à l'heure je parlais des rébus analytiques, mais quand je vous parlerai des rébus synthétiques, c'est-à-dire des rébus où en une seule image, c'est toute une scène, c'est tout un drame qui se produit. Autrement dit, il faut bien introduire un verbe. On choisit le verbe le plus simple, mais ce n'est pas du tout évident. Car le verbe n'est pas dessiné. Un verbe, on ne peut pas le dessiner. Que ce soit le verbe être, le verbe avoir, le verbe vendre, le verbe acheter, le verbe pleurer. D'autant plus qu'il n'y a pas toujours des larmes. Si on voit une larme, et si on l'identifie, c'est la larme. Mais si, comme dans un rébus amusant que nous verrons tout à l'heure, où on voit un changeur, un cangeur, nous sommes en Picardie, qui est en train d'arracher des lunettes qui sont sur le nez du bon Dieu. Ça fait « quand je prends lunettes à Dieu ». Quand je prends lunettes à Dieu, et ensuite on verra mes fillettes. Ce sont 2 tonneaux de vin qu'on appelle des fillettes, et c'est un rébus que l'on trouve dans de nombreux proverbes. Quand je prends lunettes, adieu mes fillettes, autrement dit, quand je deviens vieux, puisque porter des lunettes signifie être vieux, alors c'est fini l'amour. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on a représenté ces fillettes par 2 tonneaux de vin. Il me reste encore de quoi boire et on trouve beaucoup de ces rébus. Ceci étant dit, c'est pour vous montrer
avant de le faire par des images, car ce serait paradoxal de ne pas consacrer la plus grande partie de mon temps à voir et à interpréter des rébus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte psychologique, sociologique, historique n'est pas du tout indifférent à la connaissance des rébus. Rébus pour enfants. Il faut reconnaître que, et je l'ai étudié à travers le temps, si les rébus ou apparentés, disons les devinettes de manière générale, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle Rébus, devinettes, charades, énigmes, ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose, mais c'est apparenté. Les rébus sont des devinettes. D'ailleurs, le premier rébus, vous allez voir, c'est une devinette, une devinale, ou à deviner, comme on dit. Eh bien, on en trouve de ces énigmes ou de ces images, on en trouve même chez Virgile ou le pseudo-Virgile. On en trouve chez Homère, Oedipe qui rencontre le Sphinx. Bon, ce n'est pas un rébus, c'est une devinette. Mais si on veut donner d'autres exemples, dans des catéchismes, ou plutôt au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, quand on avait affaire à des novices, on leur posait des questions, on dit questions et réponses. Eh bien, ça avait très souvent l'aspect d'énigmes. Les proverbes de Salomon ne sont pas des rébus, mais ce sont des devinettes, sont apparentées. En Italie, même encore de nos jours, depuis très longtemps, chaque fois que je vais en Italie, j'achète à un kiosque de journaux un petit catalogue hebdomadaire qui s'appelle Enigmistica. Et dans cette petite brochure, il y a des rébus, il y a des mots croisés, il y a tous ces petits jeux que l'on trouve dans des journaux. Alors, selon la catégorie des journaux, mais même des journaux dits sérieux, il y a une page réservée aux jeux. Et toutes les sociétés, et je dirais même, et ça c'est un point important également, lorsque l'on veut, dans un régime politique qui n'est pas démocrate à 100%, loin de là, je pense au régime de Louis-Philippe, je pense également à Napoléon III, bien des journalistes et dessinateurs qui avaient un message satirique et souvent assez cruel à faire passer, utilisaient les pages que certains journaux, je pense à Granville, je pense à d'autres, des journaux, la censure n'y pouvait rien. Les censeurs ne sont pas toujours des gens très, très doués, très intelligents. Et pourvu que l'apparence soit saine, alors vous voyez des images tout à fait anodines, tout à fait distrayantes, et puis quand on les découvrait, avec subtilité, car il y a un code et il faut le décoder, mais il est évident que ces rébus s'adressaient à des gens qui étaient, soi-disant, du même bord, des intellectuels républicains, qui étaient très heureux de pouvoir, à défaut d'autres instruments, critiquer ce régime. L'Église a pratiqué les rébus. Je pense à de nombreux journaux qui ont vu le jour, des hebdomadaires, de magazines, dans les dernières décennies du XIXe siècle et au début du XXe, n'est-ce pas? Journaux pour les petites filles, journaux pour les enfants, où il y avait des rébus, généralement très simples, car on se met à la portée des auteurs, souvent neutres d'apparence, ce sont des jeux, mais parfois avec évidemment des connotations qui correspondaient à l'intention. La librairie Hachette a publié des rébus, mais généralement, et c'est un point qui me paraît important par rapport à ce que je vais vous dire par la suite, généralement, ces pages de rébus étaient assez, comment dirais-je, sans cohérence les unes avec les autres. Il y avait des rébus, mais on n'essayait pas de faire comme dans les bandes dessinées ou comme dans ce que j'appelle un livre de rébus, n'est-ce pas? On n'essayait pas de faire une cohérence d'une semaine à l'autre. On avait oublié les solutions quand on les trouvait de la semaine dernière, et ben, que va? Autrement dit, les rébus apparaissaient comme des amusettes, comme un passe-temps. D'ailleurs, les rébus, dans l'histoire des rébus, et je m'arrêterai bientôt là, n'ont pas une bonne presse.
Rabelais, Rabelais qui pourtant en a fait des rébus, mais considérait que les auteurs de rébus, comme les appelait-il, ils mériteraient des coups de queue de renard parce qu'il lui reprochait de s'amuser aux dépens de quoi? Aux dépens de la langue. Il y a des auteurs, français ou étrangers, notamment italiens, qui considéraient que les rébus, quand ils correspondaient, quand les paroles, quand les phonèmes, dirons-nous, juxtaposés, aboutissaient à quelque chose de très cohérent, ça allait. Mais quand il fallait, en quelque sorte, fracturer la langue, alors là, il n'y était plus. Les rébus ont des rapports avec les devises et les enseignes, les imprese des Italiens. En Italie, on pratiquait beaucoup les devises, où l'image, c'était le corps de la devise, et l'inscription, c'est-à-dire la solution, c'était l'âme de la devise. Un rapport étroit avec les rébus. Je poursuis ma définition, ou plutôt j'y reviens. J'appelle rébus une série ordonnée d'objets figurés dont l'identification suivie immédiatement de leur expression orale, j'insiste sur l'expression orale, fait surgir la découverte d'une suite de syllabes dans une langue déterminée, constitutive d'une phrase, un dicton, un proverbe, une sentence, voire une interjection, voire une exclamation chargée de signification. Au XVIIe siècle, au siècle classique en France, le père jésuite Ménétrier, qui a écrit énormément d'ouvrages sur les devises, etc., fait un grand éloge des énigmes, parce que les énigmes ont un caractère clair-obscur, un peu difficile, une haute antiquité, on en trouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on en trouve chez les Grecs, on en trouve chez les Latins, donc un coup de chapeau pour les énigmes. Mais les rébus, ils les rejettent, car les rébus sont grossiers, c'est bon pour les paysans, c'est bon pour les gens de petites souches, et on trouve également la même attitude chez l'abbé Cotin. Cet abbé Cotin dont Molière s'est moqué sur le Trissotin, mais qui était un érudit tout à fait, pas Racine Corneille bien sûr, mais un érudit tout à fait acceptable, et qui a écrit de nombreuses pages sur les énigmes, et quand il rencontre les rébus, dont la mode commençait un petit peu à disparaître, eh bien il les rejette aussi comme étant trop grossiers. Autrement dit, l'attitude à l'égard de ces petits jeux, dont très peu ont été imprimés, certainement qu'au XVIe siècle, il peut y avoir de très nombreux manuscrits, mais c'était des plaisanteries orales, pour des raisons peut-être de sûreté, parce que dans la mesure où des rébus avaient une solution un petit peu anticonformiste, c'était gênant. Quand des rébus étaient inventés par des chanoines, par des hommes d'église, le fait de les présenter à un vaste public, un imprimeur ne voulait pas se mouiller, et s'il y a eu certainement des centaines, enfin, difficile à évaluer, n'est-ce pas, de rébus qui ont pu circuler, ces manuscrits de rébus dont je vais parler dans un moment, ils datent, nous avons pu les dater, d'après de nombreux indices historiques, langues, etc., de l'extrême fin du XVe siècle, époque des rhétoriqueurs, et en Picardie, dans le Nord, il y avait beaucoup de ces chambres de rhétorique, dans lesquelles il y avait tous les ans des fêtes, des combats, des discours, et surtout des discours de mots, de jeux, des jeux de signes, des jeux de sens, non pas des jeux violents, parfois il y avait aussi des tournois, des autres choses. Eh bien, ces rébus, deux manuscrits de rébus, qui ont appartenu, avant, on ne sait pas, qui ont appartenu à Colbert. Vous savez que Colbert, le grand ministre de Louis XIV, a donné toute sa bibliothèque à la Bibliothèque royale, qui est devenue la Bibliothèque nationale. Et c'est à cette bibliothèque
que j'ai découvert il y a un quart de siècle, deux manuscrits qui avaient été un peu examinés par certains de vos compatriotes de la fin du XIXe pour des raisons de curiosité, d'intérêt et aussi de patriotisme picard. Car c'est assez intéressant de lire ces livres. Certains noms peut-être vous diront quelque chose, de Dieu, Torel, Dombrenier et quelques autres que nous citons, n'est-ce pas, qui voyaient dans l'esprit à la fois de jeu et d'astuce une caractéristique des Picards, les rébus de Picardie. Mais comme la moutarde de Dijon, qui est une spécialité, qui a été une spécialité de Dijon, n'est-ce pas, peut être produite ailleurs qu'à Dijon et en Bourgogne, des rébus, et j'espère ne vexer personne, même si je veux bien qu'ils aient pu courir davantage en Picardie qu'ailleurs, encore faudrait-il le montrer. Enfin, nos deux manuscrits sont là pour en témoigner, les rébus ne sont pas une spécialité de Picardie. Mais enfin, les rébus de Picardie, c'est ainsi qu'on les a nommés, c'est ainsi que les nomment nos devanciers qui ont connu ces manuscrits, mais qui n'ont pas eu l'occasion de les étudier à fond, comme l'avons fait Serre et moi. Je dois vous avouer que si j'avais été seul, je n'aurais jamais publié ce livre. Mais à nous deux, on est arrivé ce qui faisait la joie de nos enfants, qui à l'époque étaient assez jeunes, et qui ne comprenaient pas ces coups de téléphone qui duraient parfois une demi-heure ou une heure. Ah, j'ai trouvé, non, tu ne penses pas, il faut qu'on se voie, etc. Les coups de téléphone sur ces rébus qui faisaient sourire nos enfants, pensant que leurs parents, professeurs d'université, auraient peut-être mieux à faire que de s'intéresser à ces jeux-là. Et puis, il y a les dames. Je pense à un Italien, et ce sera mon dernier mot de l'introduction, un Italien, un certain Palatino, qui a fait des poèmes en rébus, des rondeaux. Il y en a aussi un autre Italien, à Lione, et puis en français, en anglais aussi, des rébus en rondeaux. D'ailleurs, dans notre manuscrit, nous avons découvert sur 8 rébus un poème inédit que nous avons donné à la société, comment dirais-je, à la société érudite des sixiémistes. La suite des solutions trouvées formait un poème. Eh bien, Palatino dit non, ce sont des jeux distrayants, mais c'est bon pour les enfants et pour les dames. Les dames. En pensant que leur esprit va peut-être s'élever jusqu'au rébus, mais peut-être pas au-delà. Vous savez qu'en Italie, il y avait énormément d'académies où l'on pratiquait des jeux, mais les rébus, n'est-ce pas, ont toujours été un peu dévalorisés. Alors, ce que nous avons voulu faire en écrivant, c'est à la fois, on s'est bien amusé, bon, en espérant que nos lecteurs se seront amusés aussi, ils ne laisseront pas tomber le livre dès la troisième page, parce que on s'est arrangé pour pas mettre les solutions, pour permettre, mais on n'aura pas le temps, pour permettre à nos lecteurs, voire à nos auditeurs, de deviner les rébus, nous avons mis la solution derrière, de manière à ce qu'on puisse un petit peu faire exercer ces ménages. Enfin, nous avons mis 5 ans pour écrire ces livres, ce n'est pas en une demi-heure, une heure, encore que, on verra. Eh bien, je passe tout de suite à la partie qui me paraît la plus importante, car ce que j'ai à vous dire encore sur les rébus, ça pourra se faire à partir d'images. Alors, ces deux livres, qui sont là, comment dirais-je, le produit commun de mon ami Jean Séard, qui était professeur à Paris et qui maintenant à la retraite, mais qui a travaillé. Ces deux livres sont notre œuvre. Mais comme le premier a été rédigé par moi et le second par lui, le premier s'appelle Histoire du rébus en 11 chapitres. Ça devait être une introduction d'une centaine de pages. Pauvre éditeur, je lui ai imposé 500 pages, ce qui fait qu'évidemment ça a fait monter tout de suite le prix de ces volumes. Et le deuxième, Rébus de Picardie, où mon ami Séard a rédigé pour chacun de ces 151 ou 152 rébus une notice explicative, interprétative, sur le plan linguistique, sur tous les plans. Deux manuscrits de rébus. Alors,
nous n'avons pas édité les images. Le premier manuscrit, c'est un manuscrit, peu importe, 5658 de la Nationale, et le deuxième manuscrit, 1600. Le deuxième est un petit peu postérieur au premier, comme on le voit dans la rectification de certaines images. Esthétiquement, il est un peu plus joli. Ces rébus sont colorés, n'est-ce pas? Mais les diapos ne sont pas excellentes, ce qui fait que la plupart des rébus que je vous montrerai sont en noir, pas toujours très très visibles. Le plus souvent, ce n'est pas très gênant, dans la mesure où les couleurs n'interviennent pas dans la signification de la solution du rébus. Mais quand on voit un i qui est peint en vert, si on ne voit pas le vert, on ne comprendra pas que c'est l'hiver. Si on ne voit pas, mais ça vous le verrez peut-être, si on ne voit pas la face du bon Dieu, du Christ, peinte en brun, on ne comprendra pas que c'est un Dieu mort, M-A-U-R-E. Autrement dit, dans certains rébus, certains signes sont, si j'ose dire, excusez le paradoxe, insignifiants. S'il y a certains détails qui sont purement décoratifs et que nous pouvons négliger, il y a de tout petits détails qui sont intéressants, ne serait-ce que pour passer du singulier au pluriel. Il faut savoir, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle Grammaire et syntaxe de rébus. Il faut savoir que quand on dessine 2 ou 3 objets, ce n'est pas pur hasard, c'est simplement pour indiquer le pluriel. 2, ça fait IS. Si je dessine, je ne sais pas, si je dessine 2 tables, eh bien ça fait pas table, ça fait table avec un S. Alors, ces rébus, j'en ai extrait 25 à 26, et comment ils se disposent dans les manuscrits et comment nous les avons disposés. Je dis ceci avant de les montrer. Nous n'avons pas reproduit entièrement les 2 manuscrits. Non seulement ça aurait fait pousser les hauts cris à notre éditeur, mais ce n'était pas tellement important. On a choisi, en principe, le premier manuscrit, et quand il était un peu déficient, ou quand il y avait des différences, des détails, eh bien, on reproduisait les 2. Et c'est ainsi que nous avons découvert que ces rébus n'étaient pas un ensemble inorganique de dessins. Comment ils ont été constitués? Je vous ai parlé de Colbert. Entre le début du XVIe siècle et l'autre, alors là, la nuit totale, que sont devenus ces manuscrits? Ils ont été conservés, heureusement, n'est-ce pas? Qui les a eus en possession? Alors, il y a eu quand même quelqu'un qui les a eus en possession, qui a laissé des traces. Une écriture postérieure au XVIe siècle. Je crois une écriture du XVIIe siècle. Et qui nous a beaucoup aidés. Parce qu'il a mis en haut, mais pour tromper le futur lecteur, il a mis la solution qu'il avait trouvée, il l'a mise à l'envers, et parfois il a ajouté des lettres de manière à tout brouiller. Mais dès qu'on a vu la supercherie, on a vite compris. Or, il n'a pas trouvé de solution à tous les rébus. Mais nous avons quand même disposé de 30 à 40% de solutions souvent imparfaites que nous avons rectifiées, mais qui a été notre fil d'arrière. Car je ne vous cache pas que si nous n'avions pas eu un brin de solution, malgré nos efforts et même en multipliant par 2 le nombre d'années que nous n'avons pas fait d'ailleurs, le nombre d'années que nous avons passées, nous n'aurions jamais pu aboutir à ce résultat. Donc, à partir de ces éléments, et comme dans les mots croisés, quand on a trouvé telle définition, quand on a trouvé la clé, c'est-à-dire l'ingénium de l'auteur de mots croisés, bien on retrouve d'autant plus que, grâce à la connaissance que l'on peut avoir et que nous avons des proverbes, des dictons, des sentences, des chansons de l'époque, il y a beaucoup de termes et beaucoup de phrases que nous retrouvons. Alors parfois la solution nous est venue, bien sûr, en regardant les rébus, mais en ouvrant aussi certains recueils de proverbes de l'époque dans laquelle la solution ou une solution approchante nous était trouvée. Et comme ça, de loi en loi, et en sachant que ces rébus, la solution est tantôt du français, mais le plus souvent du franco-picard. Alors nous avons pas mal cherché, nous avons interrogé même des spécialistes de la langue picarde, et nous sommes arrivés, je crois, à un résultat convenable.
Alors maintenant, place aux images. Alors, c'est moi qui dois manœuvrer. Alors, allons-y. C'est le vert. Ah ben non. Ah ben non, décidément. Non, alors, voilà. Alors, évidemment, voilà le premier rébut, mais vous voyez mal. Et comme j'en ai quand même pas mal à vous montrer, ce rébut, il va de haut en bas. Vous remarquez qu'on a affaire à un arbre. Et est-ce que vous remarquez, c'est la seule question que je vous poserai, parce qu'après ça prendrait trop de temps, qu'est-ce qu'il a de particulier cet arbre? Qu'est-ce que vous voyez? Qui va trouver? Une prime pour celui qui trouve, ou celle qui trouve. Comment? Formidable. Bon, alors, vous avez trouvé. Et si vous les comptez, car dans les rébus, il faut aussi compter. Combien vous en trouvez? Non, les images ne sont pas si mauvaises. Et puis vous êtes astucieux. Il y en a 20. Oui, ben, dans les deux branches, je vous assure, je vous montrerai le dessin beaucoup plus clair. Vous avez 20 000. Donc c'est à deviner. Bon. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à côté? Ça c'est facile à identifier. Enfin, faut trouver le mot le plus simple, hein, parce que, comment? Coquille. Formidable. À deviner, coquille. Et en dessous, qu'est-ce que vous avez? Deux arcs. Ou deux arbres. Le C ne se prononce pas. À deviner, coquillard. À deviner, coquillard. Alors je vais très vite. À deviner, devinade, à devino, ce sont des expressions que l'on trouve à l'époque. Coquille, une coquille c'est toujours une coquille. Les Arts, je pense à Paris, à la rue Saint-André-des-Arts, qui s'est appelé aussi, maintenant c'est ARTS, mais qui s'est appelé Saint-André-des-Arcs, ARCS, et où le C ne se prononçait pas. Alors c'est une apostrophe, parce que dans les rébus, on peut toujours se demander, mais qui parle? Apparemment c'est l'auteur du rébut, qui lance un défi un peu goguenard, à tous ceux qui vont deviner, à deviner coquillard. Alors coquillard, bon, coquillard, ça voulait dire à la fois, d'après les fondements, une sorte de voyou, une sorte de débauché, une sorte de gredin, ou simplement aussi, dans certains cas, un cocu. Donc, voyez-vous, des termes qui sont plus ou moins, autrement dit, on est défié, les auditeurs, les lecteurs sont défiés, à vous de deviner coquillard. Alors là, j'ai dans mon livre beaucoup de remarques sur la question, mais continuons. Alors, continuons. Bon, parce que je connais assez bien ces choses. Donc, allons à la deuxième image. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ah oui, alors, à deviner coquillard, je vous dirais que c'est un rébut. Tout à l'heure, j'ai parlé de rébut analytique, de rébut synthétique, mais il y a beaucoup de rébus que j'ai appelés mixtes, car ils sont faits à la fois d'une synthèse, à deviner un A dans lequel il faut ajouter la proposition de et né, c'est une synthèse, hein, c'est un ensemble. Et puis ensuite, coquille A, donc c'est un rébut mixte qui est fait d'un élément synthétique et d'éléments analytiques. Alors là, toujours, remarquez également le cadre géométrique, c'est un blason. Ces rébus s'appellent aussi des blasons, et ce qui est très important, c'est que le rébus, on le voit d'ailleurs dans les journaux et magazines dont j'ai parlé, la page des rébus est très souvent encadrée par un rectangle qui n'a pas de signification véritable, mais là, il y a un rapport avec les enseignes marchandes, et Dieu sait si à Amiens, comme dans d'autres villes, il y en avait, avec des rébus, les enseignes marchandes et également les armes nobiliaires ou les armes roturières. Hein. Donc, c'est souvent... Alors, bon, je vais vous mettre en contribution et ensuite je serai un peu plus vite. Bon. Alors, naturellement, on parcourt de haut en bas, de gauche à droite. Alors, au début, qu'est-ce que nous avons? Une
Une cornemuse ou une muse, une musaine absolument, qui, entre parenthèses, est l'instrument de basse musique par opposition à la harpe de David et autres. Quand on voit des muses ou des cornemuses, il y a des connotations non seulement un peu grossières, souvent des connotations même un petit peu grivoises et obscènes. Enfin, la muse. Ensuite, alors là c'est un petit peu... alors ces deux, ce sont des insectes, ce sont des abeilles, des apès, des aises, S et ES. Est-ce qu'on trouve ce mot en picard, ES, pour dire, je crois que oui, n'est-ce pas? Bon. Donc, muse, aise, et le S vient à la fois de apès, apis, et puis ensuite, nous avons simplement un Y qui se prononce I, on ne va pas dire Y, qui se prononce I. Alors, ça fait musez-i. Amusez-vous. Madame a l'air un peu perplexe. Non, ça va. Musez-y. Musez-y. Alors, donc, apis, apès, bon. Chez un autre Picard, auquel je me suis beaucoup intéressé, le philosophe et théologien, et poète aussi, et linguiste aussi, car il connaissait bien le Picard, il a écrit des choses sur la langue picarde, Charles de Beauvel, chanoine de Noyon, natif de Saint-Quentin, même si pendant longtemps Amiens et Saint-Quentin se sont disputés pour savoir s'il était né à Saint-Quentin ou à Amiens. Parce que quand il dit en latin Samarobrina ou Samarobrinum, c'est le pont sur la Somme, mais comme par hasard, la Somme coule à Saint-Quentin et elle coule à Amiens. Mais enfin, on a trouvé sa maison, excusez-moi, il est né à Saint-Quentin. Enfin, il fréquentait beaucoup Amiens et les végétés d'Amiens. Alors, Beauvel, celles qui volent et qui font du miel, et les appelle des S. Donc, il y a une très riche iconographie de la cornemuse, la musette, la cornemusette. Donc, il y a une sorte d'atmosphère champêtre et joyeuse, à deviner coquillard. Eh bien, amusez-vous. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, ça a l'air de dire, ce sont des choses pas très signifiantes, ce sont des amusettes. Mais vous allez voir que plus on avance dans les rébus, moins ces choses sont purement amusantes. Et on verra ça au fur et à mesure. Donc, il y a donc un rapport. Tout à l'heure, j'ai parlé des différences entre pictogramme et idéogramme. Mais là, ce que je veux essayer de vous dire, et j'espère qu'au fur et à mesure, vous comprendrez ce sens, c'est que ces images ne sont pas des images innocentes, il faut les lire, et une fois qu'on a trouvé la solution, première satisfaction, on est content, on a trouvé la solution, mais en même temps, en regardant à nouveau les images, on se dit, tiens, cette cornemuse, il aurait très bien pu représenter une muse, il aurait pu représenter, il avait une culture suffisante, et là, on n'a rien dit. Mais s'il a voulu représenter une cornemuse, c'est peut-être pour dégager cette atmosphère légère, champêtre, un petit peu libre, n'est-ce pas? Et continuons. Alors, alors là, voilà un rébus purement synthétique. Purement synthétique, parce qu'il y a une seule image, mais une image qu'il faut lire, parce que, bien sûr, on reconnaît l'animal, c'est un âne. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet âne? Bon, il mange, ou je dirais plutôt il mord. Et qu'est-ce qu'il mord? Parfait, exactement. Un âne y mordrait. Ah oui, parce que cet âne, comment est-il? Il est droit. Donc, un âne y mordrait. Rébus synthétique, parce que nous avons une petite scène, et tous les détails, voyez-vous, dans les rébus, il n'y a pas que l'image qui compte. Il y a l'image, sa position, le fait qu'il soit droit, on n'y pense pas tout de suite, n'est-ce pas? Alors, vous avez dit manger, ça pourrait être manger, mais en réalité, il mord, un âne y mordrait. Et si l'on pense aux deux rébus précédents, on voit que la plaisanterie, la gouaillerie, le défi que nous lance, que nous lance l'auteur des rébus, un âne y mordrait, c'est-à-dire un âne serait capable de les trouver, mais vous, coquillard, je ne suis pas sûr que vous les trouviez, n'est-ce pas?
Voilà ce que l'on peut. Alors naturellement, nous avons développé avec beaucoup de textes ce que nous avons vu, mais je crois que c'est suffisant pour le moment. Alors, chez un auteur de la fin du XVIe siècle dont j'ai parlé, un Dijonais, Taboureau des accords, fin du XVIe siècle, il y a tout un chapitre sur les rébus, et souvent des rébus qui sont assez libres. Il fait allusion à ces rébus, un âne immordrait. Alors ensuite, alors je passe naturellement, il faudrait, dans les livres, il y a toute la suite, mais ça, je ne vais pas vous montrer 150 rébus, surtout en les commentant. Alors, nous arrivons ici au rébus numéro 7. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors là, c'est un rébus un petit peu compliqué. Voyons. Un âne immordrait, on l'a vu. Alors tâchons de descendre. Voyons. Première image, c'est une note de musique dans la graphie. C'est un La. Bon. Alors ensuite, ce personnage, évidemment, il n'est pas très très visible, il est plus visible hors des diapos. Est-ce que vous l'identifiez, le personnage? Difficile, hein? C'est la mort. Il représente la mort. Ça n'apparaît pas aussi bien dans le livre. Nous avons quand même une représentation qui est plus claire, mais enfin, bon, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais ici, nous avons... Ah, non, c'est pas tellement... Non, c'est pas tellement... Enfin, ça ne peut être que la mort. Alors, ensuite, nous avons une religieuse. C'est une nonne. La mort, nonne. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle a une cape. Hein? Donc, elle est vêtue d'une robe, non, c'est au-dessous, n'est-ce pas? Après la religieuse, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Ça pourrait être une pierre tombale, mais ça peut être également autre chose. Qu'est-ce que vous voyez? Une pierre aiguisée. Comment, hein? Une pierre aiguisée. Une pierre aiguisée ou un mets qui est soit une civière, une chapin, et ensuite nous avons, mais là c'est vraiment difficile, il faut avoir vraiment l'habitude des manuscrits, etc. Ce sont deux gros points d'imprimerie, à la fin, ce sont des caperons, chaperons ou caperons picards, et puis à la fin, on va très très mal, il y a un gros point d'imprimerie. Et la solution, c'est la mort ne caperon point. La mort ne caperon point. La mort non, je l'ai dit, ce sont des haies. La mort non caperon point. La mort non caperon point. Le mot haie est un mot vieilli, c'est une planche de bois. C'est une planche de bois, c'est ce que j'avais vu. C'est ce que vous l'aviez vu. Non, je t'ai trompé entièrement. Bovel, dont j'ai parlé, dit que le mot est parisien. Dans nos rébus, nous avons à la fois du picard, mais nous avons aussi des parisianismes et du français d'Île-de-France. Alors, Bovel ne connaît pas les diminutifs de ce terme, mais certains parlent de Essel, un petit doigt, c'est est. La mort non caperon point. Chez Étienne, chez Henri Estienne, dans l'Apologie pour Hérodote, n'est-ce pas, il parle beaucoup de caprons. Et on trouve beaucoup de caprons dans les revues picards, dans les proverbes picards de l'époque. Alors, le sens maintenant. Bon, c'est plus difficile que les autres, ça va aller en difficulté, mais c'est moins amusant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. La mort, nous n'échappons point à la mort. Alors, petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a deux voix off, que j'appellerais. Une voix qui est celle, comment dirais-je, qui est le porte-parole des évangiles, qui est le porte-parole
de Dieu, n'est-ce pas, ou qui rappelle, ou qui est un directeur de conscience d'un pauvre air dont le plaisir consiste à manger le soupe à l'oignon, d'avoir de quoi manger, de boire au matin blanc ou vermeil, bon, donc, et puis qui est malheureuse en amour également, comme on le verra, donc qui est vraiment attaché au plaisir et aux misères terrestres. Et puis une autre voie, c'est peut-être aussi la sienne, n'est-ce pas, la voie de la conscience d'un autre, qui le rappelle à ses devoirs et qui dit que de toute façon, la mort est inéluctable. On est très près du Moyen-Âge, n'est-ce pas, les danses macabres et tous ces proverbes, enfin, ces dictons vieux comme le monde et qui sont toujours d'actualité. C'est une chose qui est toujours d'actualité, c'est bien celle-ci, la mort nous n'écaperons point. Je poursuis en vous montrant le rébut, celui-ci. Alors, dans ces rébus, nous avons très souvent, sur les 150, il y a au moins 7 ou 8 apparitions de Dieu. Dieu le Fils, qui est reconnaissable surtout, bon, bien sûr, il a son auréole, mais au monde, à la boule du monde, surmontée d'une croix. Alors donc, c'est Dieu. Et, oui, alors, j'ai oublié de vous dire que la mort non n'écaperont point, c'est un rébut essentiellement analytique, puisqu'il y a une juxtaposition d'images. Alors là, nous avons une note de musique, une lettre, et puis Dieu. Il y a 3 images. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? A Dieu, tout simplement. Alors, voyez-vous, dans certains cas, il faut regarder les détails, voir un petit peu le visage de Dieu. Nous le verrons tout à l'heure avec son visage bruni, qui est un Dieu mort. Mais là, il s'agit de Dieu, comme on le voit représenté, donc à Dieu. Et puis, en haut, des notes de musique. Alors, vous allez me dire, mais il faut commencer par le haut. Dans certains cas, il y a beaucoup de rébus. Rappelez-vous le petit rébut du début, un grand ami plein d'appétit a traversé Paris, ou bien soupir, bon, sans souper, à traverser Paris sans souper, il y a le P, un trait en dessous comme une fraction, et puis le P. Et bien là, c'est la note là, et comme il y a 2 notes, c'est L-A-S, et ça fait à Dieu sous la. Ce mot sous la, du latin solatium, qui est un mot qu'on trouve dans tous les poèmes français de l'époque, c'est la consolation, c'est les plaisirs. Alors pour les uns, c'est les plaisirs charnels, les plaisirs terrestres. Pour les autres, le véritable soula, c'est le plaisir de l'ami de Dieu, le plaisir de la vie éternelle. À Dieu soula. Et ce terme de soula, que l'on peut représenter différemment. Alors là, il faut voir, et c'est un autre élément, dans la lecture des rébus, il faut être très attentif aux images, bien sûr. Quand je vous ai dit, les rébus se lisent de gauche à droite et de haut en bas, en principe. Mais dans ce cas-là, si on essayait là, à Dieu, sous là, les 2 images sont sous là. Autrement dit, nous avons, oui, on peut l'appeler analytique, moi je l'appellerais mixte, dans la mesure où ce n'est pas à Dieu là. Le sous, il n'apparaît pas, ni par une image, ni par un dessin, mais il apparaît dans la disposition des images, les unes par rapport aux autres. Donc, beaucoup de ces prépositions entre, par exemple, si on fait 2 images, et puis s'il y a une image à l'intérieur, c'est entre, en, dedans, de, paraissent un peu perplexe. Non? Bon. Non, on pourra discuter un peu tout à l'heure, mais si vous avez quelque chose qui ce sont, par rapport à la notation moderne, ce sont des si, ce ne sont pas des là. Ah, écoutez, je ne suis pas suffisamment... vous avez peut-être raison. Je ne suis pas suffisamment musicologue, n'est-ce pas? Et ça voulait être des là. Mais vous avez... Les là seraient... Oui, seraient en dessous. La ligne. Vous avez... Ça, c'est... Mais la notation était-elle la même que l'actuelle? Alors là, je n'ai pas consulté, nous n'avons pas consulté, nous avons à Tours et en dehors de Tours aussi d'excellents musicologues,
auquel je soumettrai cette image. Mais votre remarque me plaît beaucoup. Soit une notation différente, d'accord, soit tout simplement l'auteur, le dessinateur du rébus, n'étant pas suffisamment calé, et il a représenté ceci. Mais sous l'art, c'est à peu près évident. Il n'y a pas d'autre solution. Mais je vous remercie beaucoup de cette remarque que je prends bien. Alors, adieu sous l'art. Nous continuons. Alors là, l'image n'est pas très très claire, n'est-ce pas? Alors, alors, on part de gauche, et puis ensuite on essayera de remonter, voir ce que ça donne, jusqu'à cet animal. Et bon, alors, bon, mais comme vous voyez mal, je vais vous donner la solution, quitte à discuter le détail ensuite. Ah, sauf si vous voulez trouver. Je vois que... J'essaie de suivre. Oui, mais surtout, cette première image, qui n'est pas très claire, ma diapo est mauvaise. Il y a un personnage dans une tour. Oui, très juste. La tour, le mot tour va intervenir. Mais dans la tour, il y a quelqu'un. Comment? Non, c'est un monsieur qui est en train de manger quelque chose. Ça, je vois. Bon. Oui, alors, c'est ce qu'on appelait à l'époque, en un sens un peu différent de nos jours, un pauvre. Pauvre, pas seulement un pauvre financièrement, un pauvre d'esprit, mais un pauvre, un malheureux, qui a été mis en prison, et on représente la tour comme dans des dessins de l'époque, n'est-ce pas? La tour, il y a la Bastille, la tour de Londres, etc. Beaucoup de tours, une partie au moins de ces tours, sont des prisons. Alors, il est en train de manger, et qu'est-ce qu'il mange? Il mange une langue, ou sa propre langue. Il se rabat la langue, pour ne pas parler. Pauvre, entoure, mange, langue. Alors ensuite, il y a deux Y. Deux I, avec un S. Langue I, je languis. Et ensuite, alors vous avez cette lettre, les amateurs de manuscrits ou d'écriture gothique de l'époque ont reconnu un E, ET. À gauche, c'est la représentation en langue gothique du E, languis. Alors là, évidemment, c'est une larme. Ça paraît pas évident, mais très souvent, on les représente ainsi. Vous savez, les dessinateurs ne sont pas des champions, mais enfin, bon, c'est une larme. Alors ensuite, on a reconnu l'animal. C'est une voix. Comme on en voit beaucoup, non seulement dans les jeux de doigts qui se répondaient. Alors, la solution, c'est pauvre en tourment, je languis et larmois. Et ça fait même un alexandrin, pauvre en tourment, je languis et larmois, que l'on pourrait trouver. Donc, c'est un rébus à la fois mixte, synthétique et analytique. Synthétique, puisque en une image, on voit le pauvre en tourment, je, et ensuite, la suite, I et languis. Là, c'est la juxtaposition la plus simple, donc un rébus mixte. Alors, c'est donc une seule image porte le sens, et ce pauvre en tourment, je langue et languis, alors là, évidemment, la composition est un petit peu difficile. C'est un jeu, c'est un homme malheureux, il est dans la tour, et dans les jeux de loi qu'on va parler, vous savez que très souvent, il y a une case qui est la prison, et qu'on représente souvent par une tour. Donc, nous sommes un malheureux, je languis, c'est souvent le terme que l'on emploie pour dire que l'on est très malheureux, malheureux en amour, n'est-ce pas? Donc il est prisonnier, il est malheureux. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pauvre homme qui se console en mangeant une soupe à l'oignon. Il y en a de très bonnes d'ailleurs, mais enfin, c'était considéré comme vraiment le plat du pauvre. Quand on n'a pas d'argent, on mange le soupe ou la soupe. Hein, monsieur n'est pas d'accord. Vous aimez la soupe à l'oignon peut-être? Une excellente oui, soupe à l'oignon. Mais pas partout. Oui. D'accord, bon. Alors, les choses ont évolué en gastronomie, heureusement. Bon. Et languis. Donc, je languis. L'expression se dit toujours, plus tellement aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans le style du XXIe siècle, mais enfin, en poésie, ou des gens qui veulent parler un petit peu à l'ancienne, pourront très bien dire, je me languis de toi, je me languis de vous, n'est-ce pas?
Voilà. Alors, bon, il y aurait d'autres choses à dire comme connotation, mais je veux quand même aller un peu plus vite. Donc maintenant, nous arrivons. Et donc voilà. Alors voilà. Bon. Alors maintenant, nous avons un autre rébus avec à gauche. Bon. Alors, je vous signale que le pot que vous voyez ne fait pas partie des débuts. On le voit par la différence de facture. C'est un lecteur, un des rares lecteurs qui a laissé sa trace, qui a dessiné un pot, et nous allons voir que ce rébus est assez difficile, il ne le comprenait pas. Alors il a fait un petit dessin pour le comprendre, et je sais que c'est un début sur lequel on a travaillé très très longtemps. Nous n'arrivons pas à le trouver, on a interrogé toutes les personnes qualifiées, et puis finalement on l'a trouvé par un coup de chance, et aussi beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce que l'on peut identifier ici comme image? Serait-ce un serpent? Comment? Serait-ce un serpent? Ça a la forme d'un serpent, mais ce n'est pas un serpent. Alors, un cerf. Non, ce n'est pas un serpent. Un ver. Comment? Un ver. Un lombric. Ça ne donne rien. Non. C'est un boyau. C'est un boyau. Bon. D'accord. Alors, mais la suite est plus compliquée. La suite est plus compliquée, mais j'ai une page 4 par ici. Alors, ensuite, est-ce que vous voyez, alors ne faisons pas attention au bro ou au pot. Non. Alors, voyons la dernière, mais la dernière n'est pas si facile. Qu'est-ce que vous voyez pour la dernière? Parce que l'image n'est pas très bonne. Hein. Ça fait penser à une roue ou alors à une cible. C'est ni une roue ni une cible. Un plan en état. Comment? Un plan en état. Une assiette ou un plat. Ah, vous approchez. Non, en réalité, quand on le voit, et puis quand on est aidé un peu par le contexte, c'est une monnaie. Une monnaie qui avait cours dans votre pays, jusqu'à Utrecht, etc. Et alors, nous avons mis un temps fou à trouver le sens de cette monnaie. J'ai interrogé une regrettée conservatrice à la Nationale, cabinet des médailles. J'ai demandé également à un professeur de néerlandais de la Sorbonne, parce que nous avions vaguement trouvé un mot, mais il n'y en a pas trouvé. Eh bien, c'est une monnaie que l'on appelait un postulat. Pourquoi un postulat? Ce n'est pas le postulat d'Euclide, c'est la monnaie qu'avaient le droit de battre des évêques postulants dans la région qui va jusqu'à Utrecht, mais qui va également dans vos régions, n'est-ce pas, qui avait le droit et qui a eu cours pendant une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc alors, en français, alors, quand on a trouvé ça, on a trouvé d'autres exemples. Et dans des dictionnaires néerlandais, pas dans tous, on trouve postula, postulaten, une monnaie, n'est-ce pas? C'est un postulat. Alors, boyau. Alors, ensuite, donc, postulat, bois au postulat. On n'a pas besoin. Alors, il y a une petite image, quand même, qui... je me demande si ce n'est pas une tâche, parce que boyau, postulat, postulat, situla, bois au pot, se situla, avec abréviation. Bois au pot, situla. Alors là, ce qui m'intrigue un petit peu, je reviens à mon livre pour voir, parce qu'il y a une petite tâche dont je n'ai pas trouvé l'emploi. Or, il est bien évident que tout... Je ne parle pas du voyez-vous, le lecteur anonyme qui a fait ce dessin avait compris que c'était un bois-eau, qu'il était question de boire. Alors, il avait fait un pot, mais le pot, si j'ose dire, est dans le postulat, dans la médaille. Bois au postulat, je regarde ce que nous avions dit, ce qu'a rédigé M. Céard, parce que nous avons travaillé bois au pot. Le premier signe, je vous lis. Le premier signe figure un boyau. L'ancien Picard, alors là je m'adresse à ceux qui le savent, disait Boël.
latin botil. Un iode s'y est développé afin de réduire l'hiatus. D'après Flutre, page 443. Boyau équivoque fort bien à bois-haut pour l'œil, et peut-être aussi pour l'oreille, soit que d'une part l'on dise boyau, et que d'autre part, boire se prononce en conservant le son des deux voyelles, comme dit Sylvius, soit que l'on dise boyau, et que dans la séquence boyau, etc. Bon. Cette tendance, alors voici un texte d'un spécialiste, cette tendance est si forte encore aujourd'hui qu'il est difficile à un Wallon ou même à un Belge cultivé de prononcer théâtre sans qu'on entende un léger iode de liaison. Boyau, boyau. Donc il y a un iode qui apparaîtrait, je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes du Picard. Alors la pièce de monnaie est un postulat, ce mot rare est signalé par la Curne. Les rentes constituées pour prix d'argent en espèces de deniers comme florin d'or du Rhin, écus, postulats et autres pièces en or ou argent spécifiées. Et bon, alors on donne beaucoup de références, car le difficile c'était de trouver, et quand on a trouvé, ensuite on trouve des quantités, beaucoup d'exemples, même chez Erasme, qui est cher à mon cœur, on trouve le mot qu'il a latinisé, postulat, parce qu'il était très, très soucieux du change de la monnaie, sans être trop regardant, n'est-ce pas? Il ne comprenait pas grand-chose à toutes ces manipulations des monnaies. Quand il changeait, il avait à Anvers un banquier qui lui faisait ses comptes, et il parle de postulat. Alors, boire au possitula, alors voyez-vous, l'élément vin, l'élément boisson apparaît. Je passe maintenant à la prochaine. Alors, nous avons ici, alors je vous laisse le temps de chercher des feuilles, je vous laisse un tout petit moment pour essayer de trouver. Malheureusement, elles sont en noir et elles ne sont pas très très visibles, mais enfin. Alors, c'est le numéro 32, le numéro 32. Alors là, évidemment, je demande aux chastes oreilles de ne pas s'attarder longtemps. Voilà un exemple, car ça existe aussi, mais attention, c'est faux de dire les Rémus et Grossier, dans les 152, il y en a 3 ou 4, dont une solution, de nos jours, hein, j'aurais pas pu dire ça il y a 30 ans, je me serais fait chasser, et encore. Alors voilà des images très anodines, des images très, très chastes, et la solution l'est un petit peu moins. Alors, la première image, qu'est-ce que vous voyez, la première image? Donc il n'y a pas de griffu qui en sert à un livre? Non, les dessins ne sont pas excellents. C'est une pierre. C'est une pierre, tout simplement, oui. Ça j'avoue que je ne sais pas si nous avons été aidés par une solution, mais j'avoue que c'est pas évident comme on dit, n'est-ce pas? Je regarde mon livre, voir si elle est plus claire. C'est une pierre levée, c'est une pierre. Alors ensuite, c'est peut-être un petit peu plus c'est pas très heureux, parce que le deuxième dessin est tout près du troisième. C'est une écuelle, mais une petite écuelle, qu'on appelle une éculette, ou culette. Et puis, une fleur, qui est la marguerite. Alors, ces dessins anodins, une pierre, une petite écuelle, et puis une marguerite. Et en français, pierre, culette, marguerite. La pierre est devenue le nom d'un garçon, la fleur s'est transformée en une dame, et puis l'écuelle s'est transformée en ce que je vous dis. bien sûr. Alors voilà un exemple, mais il n'y en a pas des quantités, mais qui faisaient sans doute sourire. Parce que parfois, on voit des dessins très chastes et une solution qui l'est moins, et dans d'autres moments, et je vous en montrerai aussi, car il faut que vous ayez un échantillon de tout, des dessins qui sont assez osés et dont la solution ne l'est pas, peut-être même parfois une parole d'évangile que l'on trouve. Ce qui montre, entre parenthèses, l'audace de ces dessinateurs et la non-impression, le caractère secret, parce qu'il est évident que, remarquez, la censure au XVIe siècle, on a beaucoup parlé de la censure, elle était surtout terrible pour les blasphèmes.
Elle était terrible quand on s'attaquait aux dogmes de la religion. Mais pour le reste, elle n'était pas tellement, bon, sans doute l'évêque n'aurait pas été très heureux, mais on n'aurait pas envoyé à la potence quelqu'un qui serait l'auteur de dessins un petit peu grivois. Ceci pour... Alors voici, et je passe rapidement à un joli... J'en ai déjà parlé au début. Alors, je vais très vite. Alors, nous voyons sur une table un changeur, cangeur, et puis, alors, un dieu, c'est pas un dieu facétieux, qui a des lunettes. Pourquoi des lunettes? N'essayons pas de chercher dans tous les détails une description profonde, car autant il est nécessaire de voir les connotations, autant il serait absurde de vouloir, dans chaque détail, trouver un sens. Mais manifestement, il prend les lunettes. Quand je prends lunettes à Dieu, alors voilà, c'est mais, M-E-T-S ou M-A-I-T-S, qui sont des civières, des huchapins, et quand, dans de vieilles maisons, peut-être même à Amiens, certainement au musée de Picardie, à côté, on doit trouver de ces mets, et puis ces tonneaux. Alors ce sont des fillettes. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a à la fois l'idée de la vieillesse, car porter des lunettes, c'est un signe de vieillesse inéluctable. On ne pense pas aux jeunes qui portent des lunettes. À une époque où les lunettes étaient encore une denrée assez rare, j'ai écrit un article à la fois aussi joco-sérieux sur le port des lunettes et des hommes, dans un article de la revue Histoire. Quand je prenais adieu des fillettes, mais les fillettes, c'est le vin. Donc, il se passe des fillettes, et puis il accepte les fillettes qui lui donneront du vin. Alors voilà, donc une solution, voyez-vous, il faudrait encore une fois avoir l'ensemble des revenus, mais une solution qui correspond à la voie terre à terre du malheureux qui n'est plus tellement malheureux, car au fond un changeur d'argent n'est pas un malheureux, n'est-ce pas? Et puis avoir 2 tonneaux de vin, c'est beaucoup plus que le verre de vin que le malheureux peut décrocher ici ou là. Quand je prends lunettes, adieu mes fillettes. Passons à celle-ci. Alors, un personnage sans tête. Mais d'après ce que nous avons vu, quel peut être ce personnage? Dieu. Dieu sans tête. Ce qui, évidemment, est assez inattendu. Alors, Dieu sans tête, alors naturellement, le dessin, il faut voir, mais ça représente, il est en train de marcher sur une route, sur un chemin. Alors, la solution, c'est Dieu sans tête envoie. Dieu sans tête envoie en chemin. Dieu sans tête envoie. Donc, Dieu sans tête envoie. Bon, alors là, c'est la voix off. Mais voyez-vous, le paradoxe irrévérencieux, car l'irrévérence et le défi font partie de ces jeux de rébus. Parce que, bon, présenter Dieu sans tête, c'est une plaisanterie qui n'est pas de très très bon goût. Mais en même temps, la solution, elle est parfaitement valable. Dieu t'envoie la santé, donc aux pauvres qui languissaient, etc., à celui qui avait perdu, grâce au port de lunettes, les joies de l'amour, eh bien, Dieu santé t'envoie. Voilà, une solution. Bon, c'est pas l'un des rébus les plus amusants. Alors, voilà maintenant. Alors, Dieu santé t'envoie, encore un rébut synthétique, car il y a une seule image, Dieu qui n'a pas de tête et qui est en train de marcher. Vous, il faut substituer, dans mon livre, j'ai écrit tout un chapitre sur les verbes qu'il faut ajouter aux images pour qu'elles aient un sens. Car quand il y a uniquement des images juxtaposées, ça va tout seul, n'est-ce pas? Mais quand il y a une petite scène, il faut l'interpréter, et l'interpréter, c'est-à-dire en choisissant les mots qui collent, les verbes les plus simples. Alors ici, à vous de jouer pendant un petit moment. Alors, c'est aussi un personnage que l'on voit très souvent dans les revues. Si Dieu, ce personnage, est-ce que vous arrivez à regarder sa tête et son bonnet? Et en Picardie, il y avait beaucoup de dessins, pas seulement en Picardie, mais notamment. C'est une. Oh non, c'est une. Fais-ce on peut dire. Ce bonnet à grelots avec ses œuvres, c'est une folle. C'est les fous et les folles.
Or, il y a beaucoup de fous et de folles au sens médiéval, moins qu'érasmien, c'est-à-dire bon, celui qui est dont la sagesse est au rebours de la sagesse divine, mais en même temps, n'est-ce pas, l'être astucieux, folle. Alors qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de jouer un jeu de folle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est aussi un rébus synthétique. Hein. C'est un petit drame, une petite scène. Bon, alors je vais vous aider, n'est-ce pas? Mais Il y a un S. oui, très bien, il y a un S, c'est parfait. Un S, un Le E, tout en haut. non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec le S? C'est un grand S. Là, elle est en train de le lier. Elle le lie, elle l'attache. Et il y a... C'est un S, mais le S, qu'est-ce qu'on voit sur l'S? On le voit mal ici, je reconnais. Il y a des boutons de fleurs, des boutons de roses. Folle liesse des boutons. Folle liesse de boutons. Sur l'image que j'ai et que je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez davantage, parce que là, j'avoue qu'on a vraiment beaucoup de mal à voir. C'est le rébus, attendez, le rébus 36. Je vais me reporter. Voyons, folle liesse, rébus 36, 39, 36. Oui, le lien, on le voit très bien, c'est un grand S, et autour de l'S, il y a une sorte de petit anneau, et puis il y a des boutons. Ça j'avoue que c'est très difficile à voir, mais c'est le sens. Je ne sais pas si le sens nous avait été deviné, parce que je ne me souviens pas quelles sont les solutions qui nous ont été suggérées et celles que nous avons trouvées, n'est-ce pas? Mais c'est folle liesse des boutons. Mais le sens également, si on le rattache à tout l'ensemble, bon, folle liesse des boutons, déboutés, c'est-à-dire chassons, mettons hors d'atteinte la folle liesse, car autant la liesse, quand elle est une liesse saine, n'est-ce pas, une joie de nouveau marié, la joie, la naissance d'un enfant, cette liesse est admise, mais la liesse des fous et des folles, il faut la chasser. Donc voyez-vous ce va-et-vient continuel entre une solution très terre-à-terre et ici la solution qui veut chasser la folie. Mais j'avoue que les boutons ne sont pas... Il faut bien voir, parce que les boutons, vous ne pouvez pas les voir véritablement ici. Mais j'en arrive à un rébus peut-être plus visible, 48. Alors voilà encore une dame qui n'est pas une folle. Alors voilà un beau rébus très clair dans lequel vous allez sans doute découvrir les images. Alors là, je suis content que les couleurs soient apparues. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu besoin des couleurs. Mais pour ce rébus, on a besoin des couleurs. Et on a besoin également de connaître un peu le Picard. Donc, bon. Alors, la première image, qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Si je déborde un petit peu, 4h30, ça pourra aller? Oui. Oui, non, parce que Oui. je fais intervenir, donc ça prend du temps. Les couleurs sont respectées. Oui, mais l'image d'abord. Il faut surtout voir l'image d'abord. Hein. On dirait un pouce. On dirait un pouce. Qui se dit en picard, Pouce. que l'on disait à l'époque tout au moins, peau, peau, non? Alors, peau. Alors, naturellement, la couleur sur le manuscrit depuis 5 siècles a un petit peu changé, mais c'est de l'argent. Et on le voit encore assez bien sur l'un des deux manuscrits, c'est un pot d'argent. Un pot d'argent. Alors, à côté, nous avons une main. Une main, oui. Bon. C'est une main. Alors, ici, ici, la couleur n'a pas de sens. Autant l'argent avait un sens, autant la main est une main. Mais à côté, la main, qu'est-ce qu'il y a? La personne. C'est une femme, vous avez raison. Et puis ensuite, il y a 2 Y qui font de peau d'argent, main d'amis. Main, moins d'amis. Et il y a des quantités de proverbes, etc. Tant que tu auras de l'argent, tu auras des amis. Peu d'argent, etc. Peu d'argent, moins d'amis. On le voit partout. Et ce mot main
pour moins, je crois effectivement que, au moins à l'époque, c'est un mot. Est-ce qu'il est resté en picard, ce main pour dire moins? Est-ce que ça. Oui, en tout cas, nous l'avons trouvé dans des proverbes, et Flutre, dans ses études de la langue picarde, nous en parle. Donc, peu d'argent, main d'amis, peu d'argent, main d'amis. Et vous voyez toujours les deux Y. Pourquoi deux Y? Pour faire le pluriel. Deux Y, ça fait IS. Un seul Y, ça fait I. Et vous, c'est cette idée que les rébus sont vraiment un langage qui a son code, qui a ses codes qu'il faut respecter. Donc, il y a une codification des rébus, et c'est ce qui rend la lecture un peu moins difficile dans la mesure où il y a quand même des règles. Quand on a pu découvrir ces règles, comme dans les mots croisés, quand on a pu découvrir dans les deux sens, on y va. Bon. Maintenant, si vous voulez, il y en a deux ou trois que je vais simplement vous montrer. Alors, 45, alors voilà encore un très joli rébus qui a donné des interprétations différentes, mais il y en a une, je crois, qui... Alors, la première, ça ressemble à une mamelle. C'est un sein de femme, avec le bouton, n'est-ce pas? Une tête. Une tête. Ensuite, il y en a des quantités d'exemples. C'est une malle de cuir, une malle de voyage, donc c'est une malle. Et puis, après, non, c'est encore une fois une langue. Parce que les couleurs peuvent aider quand même. Parce que même c'est rose, on reconnaît que c'est une langue. Bon, ça pourrait être évidemment une pièce de bœuf, mais pas forcément une langue. Alors là, nous avons affaire à un rébus analytique, parce que les trois perdent le sens. Tête, mal, langue. Compte tenu du mauvais esprit de certains, ou peut-être même des auteurs de rébus, compte tenu également des auteurs italiens, français, etc., qui s'intéressent beaucoup aux baisers français, etc., tête, mal, langue pourrait avoir un sens évidemment assez osé. Mais je ne crois pas que ce soit celui qu'a voulu l'auteur. Ou alors peut-être il y a les deux. Étant donné que dans ces rébus, il est souvent question de langue et de médisance. Hein. Il y a des rébus, je vais vous montrer sur les vidéos. Tête, mal, langue. Tête, ça veut dire tais-toi. Tête, mal, langue. Alors, tais-toi, mauvaise langue. Tais-toi, tu es un médisant. Tête, mal, langue. Je crois que, d'après le contexte général, je crois que c'est le sens. Mais qu'il y ait cette ambiguïté, je crois que ça doit faire plaisir à l'auteur de rébus. Enfin, ce n'est pas, je crois, le sens. À propos de tête, tais-toi, il y a dans les proverbes de Baudel, qui connaît bien le Picard, donc, contre la médisance et l'envie, on peut dire tête malante. Tête Guillaume, mais tête un peu. Tais-toi Guillaume, mais tête un peu. Tête égale tais-toi. C'est vrai. Comment? Vous êtes d'accord? Bon, alors je suis content. Alors, voilà. Alors voilà, cette fois, des images que je n'ai pas besoin de commenter, qui sont non seulement paradoxales, une nonne qui est en train de fouetter sur les fesses rebondies un abbé, c'est quelque chose qui appartient au monde à l'envers. Car il faut bien vous dire que les rébus, les proverbes et autres, c'est comme une femme qui porte la culotte, n'est-ce pas, ou qui fouette son mari, ou bien dans des images du monde à l'envers du XIXe siècle, dans les imageries d'Épinal, on voit une femme qui fume la pipe, une femme qui fume la pipe, incroyable, ou un élève, on en dirait autre chose aujourd'hui dans certains cas, un élève qui ose donner la bastonnade à son maître. C'est épouvantable, c'est le monde à l'envers. Alors là, c'est le monde à l'envers. Alors qu'est-ce que ça donne en français? Nonne, c'est une nonne. Abbé, bateau, et ensuite un os. Un beau rébus synthétique, car la scène, non abbé, bateau, et puis un os qui reste un petit peu en dehors, mais qui pourrait. Mais en latin, non abebat oculos. Il n'avait pas Dieu. Et on pense naturellement à la Bible et aux écrits religieux. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Il n'avait pas Dieu. Alors on peut naturellement gloser, mais voilà un proverbe, un rébus bilingue, où cette fois-ci
c'est l'image qui est très libre et la solution, la bonne solution, la solution qui ne résulte pas uniquement de la lecture des images, mais qui donne en latin non habebat oculos. Alors, sur cette ose, nous avons essayé de gloser un petit peu, mais je vous fais grâce. Vous savez, parfois on ajoute quelque chose pour bien faire. Je ne pense pas que l'os puisse avoir un sens particulier. Ça peut se faire, mais je n'insiste pas. Alors là, voilà encore un très bon rébus bilingue et synthétique, car on voit une image, mais il est évident que pour le comprendre, il faut voir les deux manuscrits. Et il faut voir également les tableaux, parce que sur l'autre manuscrit, celui-ci, on voit voltiger des corbeaux. Là, il n'y en a pas. Et puis, quand on connaît l'histoire que nous raconte Taboureau, on se rend compte que ce personnage, alors ce personnage, il faut l'identifier. Il a une crosse. Donc c'est un ami. Est-il maigre? Non. Il est corpulent. Il est gras. On disait que gras au lieu de gras. Hein, je crois que gras. Crasabé. Qu'est-ce qu'il a au pied? C'est un abbé botté. Grâce abbé botté. Donc la solution, qui n'est pas une phrase, qui est la simple lecture, n'est-ce pas? La simple lecture de ce rébus synthétique, c'est grâce abbé botté. Bon, mais enfin, bon, c'est amusant, mais sans plus. Ça ne va pas chercher loin. Mais si on voit le corbeau, vous savez que le cri du corbeau, les corbeaux, ça désigne ces personnages, n'est-ce pas? Et si on connaît l'histoire que Taboureau nous apprend, qu'il y avait effectivement un personnage, un religieux, qui depuis longtemps avait envie d'avoir une abbaye, il avait fait des pieds et des mains pour avoir une abbaye, alors ça donne, si c'est l'abbé qui parle, grâce abbé beauté, demain, en latin, je t'aurai l'abbaye. Et quand on va volter un corbeau, si c'est le corbeau qui se met à parler, grâce abbé beauté, demain je t'aurai, demain tu seras mort. Donc, voyez, donc, ce rébus, évidemment, pour le comprendre, il faut un peu comprendre le contexte. Parce que, à la rigueur, grâce à abbé beauté, à la rigueur, on peut le comprendre avec un peu d'habitude, d'astuce, etc. Mais ça n'a pas tellement de sens. C'est un abbé qui est gras, bon, les uns sont gras, les autres sont maigres. S'il est gras, c'est qu'il vit très bien de son abbaye. Demain, je t'aurai. Alors voilà la solution latine, demain, je t'aurai, avec l'intervention non visible ici du corbeau, qui a notre sens. Donc il y a trois solutions possibles. Grâce à beauté, demain, je t'aurai, en latin, toi, c'est l'abbaye, et demain, je t'aurai, toi, c'est l'abbaye. En voici un autre. Alors, voilà encore le bon Dieu qui apparaît très bien. Alors, qu'est-il en train de faire? Il tient une balle, lui aussi, et qu'est-ce que cela donne? Très rapidement, si vous avez... Alors, qu'est-ce qu'il fait avec... Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa balle? Il est en train de mettre quelque chose dans la balle. Comment? Il veut l'ouvrir. Ah, il pourrait l'ouvrir et sortir, mais là c'est plutôt qu'il met quelque chose. Ben, c'est une sorte de plat, c'est une sorte de petit plat en étain, car bon, l'étain n'apparaît pas, même les images. Et alors, cela donne comme solution Dieu met en mal estime, il met en mal de l'étain, et ensuite, alors, rébus synthétique, moitié synthétique et moitié synthétique, ce qui fait un rébus mixte. Alors, qu'est-ce que l'on voit à côté? Ce personnage qui est en train de boire, pas très bien dessiné, qu'est-ce que c'est? Un personnage féminin, apparemment, mais est-ce que c'est une femme?
c'est plutôt une guenon, une quine, qui est en train de boire, et elle boit derrière le rideau, n'est-ce pas, en courtine. Elle boit en courtine. Et remarquez que quine, ça veut dire le contraire si on prend la négation de qui ne boit en courtine pour le sens de verbe. Dieu met en mal estime qui ne boit en courtine. Ça veut dire que Dieu n'estime pas tellement celui qui ne boit pas en courtine. Autrement dit, ça paraît un peu bizarre, mais peut-être dans l'esprit de l'auteur de Rému, que Dieu ne demande pas l'ascétisme, Dieu ne demande pas que l'on se prive de tout. Ça peut être un sens. Dieu met en mal estime. Maintenant, pour mésestimer quelqu'un qui est sobre, ça paraît quand même un petit peu curieux et paradoxal de la part de Dieu. D'autant plus que la représentation d'un singe, quand on voulait représenter les plaisirs charnels, à la fois le singe est l'imitateur de l'homme, mais l'imitateur dans le mauvais sens. Chaque fois qu'on présente des singes, et surtout des singes femelles, c'est encore un trait de misogynie qu'il ne faut pas sous-estimer, n'est-ce pas? Un homme ivre, c'est pas très bien, mais une femme qui se saoule, c'est l'abomination de la désolation. Tel est l'esprit de l'époque. Les choses ont peut-être changé, j'en sais rien. Bon. Dieu met en mal estime qui ne boit en courtine, donc de la main droite, n'est-ce pas, elle est en train de boire, et on pense à un proverbe que je ne vous présenterai pas, un rébut que je ne vous présenterai pas, qui est boire au matin, blanc ou vermeil, donc un petit verre de vin blanc ou un petit verre de vin rouge, vermeil, ça ne fait pas de mal. Donc il y a toujours cette connotation de la boisson, mais ici, j'avoue que le sens véritable nous a paru un peu mystérieux, n'est-ce pas? Et nous le disons d'ailleurs dans notre livre. Bon, il ne faut pas chercher trop loin, mais voilà en tout cas un rébut mixte fait de deux images synthétiques, donc qu'il faut lire, et l'interprétation vient ensuite. Voyez-vous que les pictogrammes ne sont pas simplement des dessins dont l'énonciation orale donne un sens, mais qu'il faut aller chercher un peu plus loin. Et j'en arrive à ce rébut. Bon, je vais très vite parce qu'il n'est pas extraordinaire. Enfin, c'est intéressant pour l'époque, pour la graphie. Parce qu'il faut que je vous indique, certains le savent, d'autres ne le savent peut-être pas, que cette grande lettre, c'est la manière en imprimerie, toujours à l'époque gothique. Nous sommes les ouvrages de l'époque, les imprimables, ou les premiers ouvrages de l'époque, représentent un petit peu les manuscrits. C'est la façon de représenter un signe d'imprimerie qui représente le que ou le comme. Alors, on voit une sorte de petit anneau et puis un couteau. Alors, qu'est-ce que cela donne? Bon, je ne suis pas tellement satisfait, je l'ai choisi. Bon, synthétique pour la première image et la deuxième image. Saignait, c'est un signet. Saignait, anse, comme limette. Il ne s'agit pas d'un couteau, il s'agit d'une petite lime qu'on appelle limette, et puis le com, C-O-M ou C-U-M, c'est le signe que l'on voit dans des manuscrits ou dans des imprimés gothiques de l'époque. Alors, signet, anse, en, con, limette. Alors, signet placé à l'intérieur, le T est assez énigmatique. Non, il n'y a pas de T ici. Il s'agit donc, en, ça veut dire dedans, hein, c'est la proposition, donc signet, en, limette. Je passe vite, ce n'est pas l'un des plus passionnants. Ce n'est pas une réussite, ce rébut. Alors voilà, de nouveau, des notes, et puis de très grosses notes, puisque l'une comporte quelque chose. Alors, nous sommes ici, alors je vous laisse un tout petit moment pour tâcher sinon de tout trouver. Bon. Alors, quelle note c'est d'abord?
les musicologues qui ont trouvé que le La était un Si, c'est plutôt un... Ce serait un La. Non, je ne crois pas. C'est un Sol. Bon. Alors, c'est un Sol, et puis dans cette grosse note, un Sol ou un So, d'après le sens, c'est ça. Alors, même remarque que tout à l'heure, ou bien une erreur ou une incertitude de la part de l'auteur, mais enfin, c'est note de musique. Mais ce qui importe, c'est que cette grosse note de musique, elle a à l'intérieur, ou plutôt une boîte. C'est une boîte. Alors, tout simplement, si on se rappelle le chaînon de la boisson, hein, il y en a plusieurs, je ne sais pas tout le dire, boîte en seau. Une boîte en seau. C'est une boîte qui est en sol. Boîte en seau, boîte en sous. Comme on dit, c'est A-O-U-N, boîte tout ce que tu veux. Donc, c'est... parce que ça vous paraît un peu tiré par les cheveux, mais c'est la solution. C'est la solution. C'est une boîte en seau. Et ça se rattache facile. Ça se rattache à bord d'un Internet. On est un peu perplexe. Ah, si vous trouvez notre solution, je serai ravi. Je demanderai à l'éditeur qui refusera de faire un codicile à nos livres. Donc, c'est la solution. Et voilà. Bon. Alors, je vais peut-être en passer une ou deux pour arriver. Alors, celle-ci me paraît quand même intéressante. Elle me paraît intéressante parce que nous voyons toujours Dieu. Cette fois-ci, il est pieds nus. L'homme, il le tient, on ne voit pas la croix. Là, on le voit en haut. Très sincère. Et alors là, je m'adresse au Picard qui connaît la langue, n'est-ce pas? C'est on dit pas homme ou homme ou pour dire un homme. Et je pense que c'est l'homme. Alors, nous avons affaire à un rébut analytique, car dès que l'on a mis en parole, on arrive à servons Dieu. Donc, comme père, alors ici, le mot servant Dieu, quelque chose de va-et-vient entre la terre et la ligne céleste, servant Dieu. On sait que dans aurait donné, c'est qui est voilà, des notes de musique. En haut, il y a le monde. Alors, les ailes, est-ce Dieu? C'est en tout cas un personnage qui vole. Bon. Alors, il y a une autre note de musique, car décidément, il y a beaucoup de notes de musique. Au début, je vous ai parlé de domicile à sol facile à cirer. Bon, ici, nous avons une note de musique qui est, alors je m'adresse à nos deux. Oui. C'est un ut. Oui, c'est un do, un U. Et ensuite, nous avons une chemise qu'on appelait 15 ou 15, 15 Q-A-I-N-S-E. Comment? Ça veut dire quelque chose? Oui. Nous raisonnons en clé sol, et c'est certainement pas écrit dans la même clé. Ah ben voilà, vous avez tout à fait raison. C'est pas écrit dans la même clé. Donc c'est la solution. Alors le Y, aucun problème, I, et puis la dernière image, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être c'est une flèche, je crois, qui est brisée, c'est un fût. C'est un fût. Alors la solution, c'est Dieu, car malgré un Dieu très juvénile, un visage plus jeune que celui que nous avons déjà vu, mais après tout, d'abord, il n'est même pas sûr que le dessinateur soit le même. Peut-être qu'il a demandé à un ami. Dieu vole,
Dieu vole ut. Donc on voit ces dieux à cause toujours de ce signe, le monde et la croix. Alors on pourrait peut-être leur donner un sens, mais le monde et la croix, c'est la Trinité de Dieu, donc ça ne peut être que Dieu, c'est pas un ange. Dieu vole ut. Ensuite, 15 i fut. Dieu voulut qu'ainsi fut. Dieu voulut qu'ainsi fut. Dieu a voulu que cela fût ainsi. Voilà évidemment une parole très haute de ce rébut qui est essentiellement analytique. Puis je vais, bon, encore deux avant le dernier, mais le dernier est absolument indispensable. Alors là, voilà la première image. On en voit beaucoup, c'est un dé. On entre des quantités, tantôt un dé à coudre, tantôt un dé à jouer. Et puis un bon jeune homme, mais ce bon jeune homme, comment l'appeler? C'est ça le problème. Hein? Comment? Vous dites? Non, pas forcément. Oui, ça pourrait être un page, mais enfin, bon, ce n'est pas. C'est un. Voyons, quelle est cette image? C'est un jouvenceau, c'est un damoiseau des. Attendez, moi-même je sèche un petit peu, excusez-moi, parce que ça montre bien que ce n'est pas tout à fait évident, mais réfléchissons encore un tout petit peu avant que je donne la solution qui me paraît la meilleure. Donc 11, voilà, je vais trouver. Bon. Alors, eh bien, il faudra voir les couleurs, évidemment. Ce qui m'a trompé, c'est qu'on ne voit pas les couleurs. Or, ces couleurs sont dorées dans l'image. Alors, c'est un monsieur qui a un habit doré, et c'est un page, mais finalement, ici, on se contentera du mot homme. J'avoue qu'il fait bien jeune, mais d'après la solution, c'est homme. Et donc, simplement. Alors, voyez-vous, tantôt, il faut faire attention aux moindres détails, tantôt, le détail qui compte, il faut voir le détail signifiant, le détail qui compte, c'est la dorée. Alors, ça donne des hommes adorabi. Des on adorabi, et il y a un jeu de mots latin et français. Des on adorabi, bon, un homme a un habit doré adorabi. Mais si l'on pense au latin, ça donne deum adorabit ou adorabi, tu adoreras Dieu. Alors là, voilà deux solutions dont aucune n'est triviale, mais l'une est tout à fait banale, elle est littérale, Dieu adorabi et deum adorabis, avec toujours ce va-et-vient entre le bas et le haut. Et j'en arrive à 132. Alors là, on a regardé la couleur, mais évidemment, qu'est-ce que Dieu? Regardez son visage. Le visage est brun, je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc un Dieu mort. Ce qui, évidemment, compte tenu de l'époque des post-croisades et de la volonté de combattre aussi bien en Espagne qu'ailleurs les morts, c'est évidemment assez audacieux que de représenter Dieu avec un visage bronzé. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Dieu? C'est un F. Non, regardez, non, c'est pas un S, regardez tout le dessin à partir d'ici. C'est un A. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce A? Il le tord, voilà la réponse. Donc, on peut dire le casse, il le brise. Il est en train de tordre là. Alors, voyez-vous, les lettres, ces lettres sont en folie, comme on dit. Pensez à tous les alphabets illustrés qui sont tout à fait amusants, avec des personnages, avec des lettres qui se mettent à se battre, etc. Il y a toute une, depuis la Renaissance, et jusqu'à nos jours, il y a toute une iconographie tout à fait passionnante. Alors, à grand tort, parce que là, c'est un très grand A. Alors, on fait attention à la dimension. C'est pas un A quelconque. A, grand tort, Dieu, mort. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Dieu mort? Ut en croix. À grand tort, Dieu mourut en croix. Ah, toujours sceptique sur les notes, mais avec le jeu des clés, non, ça ne peut être que cela, n'est-ce pas? Je ne suis pas suffisamment
calé en iconographie musicale de l'époque, bien que à notre centre de Tours, nous avons d'excellents musicologues. À grand tort, Dieu mourut en croix. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un commentaire. J'en arrive presque à la fin. Alors, voilà encore Dieu. Décidément, il apparaît très très souvent. Et alors là, le geste qu'il fait dans ce rébut analytique, de son rébut synthétique, il est en train. Bon, l'animal, c'est quoi? C'est Un bœuf. mais encore, presque un bœuf. Encore. Un taureau. Un taureau ou un taureau. Un taureau. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Décidément, il est en train de raser. Raise. Dieu est en train de c'est un signe. Et ensuite, il y a, alors, Dieu, tor. Ensuite, il y a en bas le monde, cette fois-ci le monde d'Israël, et puis ici, mais ce n'est pas très très clair, je vais tout de suite vous donner la solution. La solution, c'est Dieu restaure le monde, Dieu restaure du verbe rase, que l'on trouve à l'époque, il porte, et à le monde, c'est cette longue ligne, c'est Al, c'est-à-dire une anguille. C'est une anguille qu'il faut voir, on appelle Al, Dieu restaura le monde. Dieu restaura le monde en rasant un taureau. Alors là, je crois qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi, et il ne faut pas avoir dans le geste de raser un taureau des sens, je crois d'ailleurs que dans notre commentaire, nous n'insistons pas tellement, mais enfin, ça va toujours dans le sens de la haute signification. Dieu restaura le monde. Voilà par exemple un texte, Dieu restaura le monde en lui envoyant un rédempteur. C'est un texte qui est cité par Godefroy, et on peut faire allusion quand même, mais ça peut se discuter, au rite de l'immolation de la victime comme le sacrifice du Christ. On peut donner cette information, mais enfin je ne les tiens pas spécialement, je crois que ce n'est pas tout à fait nécessaire. Enfin, il y a même cette idée que les images ont un sens et il faut voir un petit peu à côté ce qui. Alors, nous arrivons à la fin, je passe sur la loutre, l'outrage nous gâte, bon, une loutre, une gâte, l'outrage nous gâte, une loutre qui est à genoux, hein, vous voyez le geste, loutre à genoux, gâte, et une gâte qui est, que l'on trouve d'ailleurs dans un texte picard qui a été édité par Flûte, n'est-ce pas? Donc, Torel parle de gâtelettes, de petites gâtes, et dans un inventaire de l'époque, on trouve 2 gâtes, 8 gâtelettes à oreilles. Donc, le terme de gâte est parfaitement connu même des picards d'aujourd'hui, et notamment de ceux des bienheureux qui ont pu avoir sous les yeux, je pense qu'il y en a eu beaucoup, c'est Rému. Et puis la loutre qui est à genoux, qui est un signe d'humilité, n'est-ce pas? L'outrage nous gâte, le sens est évident, l'outrage, l'exagération, le blasphème, ça nous gâte, c'est-à-dire nous corrompt. Le mot gâter est pris au sens de l'ouvrage. Et puis j'en arrive au dernier. Alors ça, c'est une base d'âme. Alors là, prenons le temps qu'il faut pour bien saisir le dernier qui figure dans 2 manuscrits, 3 images. Alors, allez-y. C'est une base d'âme ou c'est un clou? Bravo pour le clou. Ah, vous avez l'œil, hein? Un clou forgé, ça. Oui, c'est un clou, parfait. Ensuite, parfait. Oui, et ensuite? Alors là-bas, c'est un manuscrit, c'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. Alors, avec un double sens, vous allez voir, clou est le livre. Clouer le livre avec les 2 sens. Donc, nous voyons bien que nous avons affaire à un livre. À deviner coquillard, c'était le début. Et maintenant, clouer le livre, comme il y avait à l'époque, c'est le type même de livres. Il y en a, je ne sais pas si à la bibliothèque vous en avez, des livres anciens.
qui ont encore leur fermoir et en cuir avec des clous dorés. C'est comme ça que les beaux livres reliés étaient présentés. Et en même temps, un jeu de mots sur clouer et clore, le livre est terminé. Clouer le livre, c'est à la fois clouer le livre, voilà la signification littérale. On voit effectivement dans un beau rébus analytique, clou est le livre, et dans un sens qui donne à tout l'ensemble des rébus sa signification véritable, le livre est cloué, c'est terminé, c'est ainsi. Et ceci termine également ma conférence. Je vous remercie. Si vous avez quelques minutes, si le temps le permet, je vais répondre si vous avez quelques remarques à faire, mais en même temps, si les papiers tombent, tant pis, je vais vous montrer, vous les faire passer, ces deux livres.